Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Et donc au moment où tu arrives chez Trust, est-ce qu'ils sont déjà incubés à Station F, et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Station F ? Yes, bien sûr. Alors, pour revenir aux prémices de Trust, juste avant, donc quand je les ai rejoints, effectivement, ils étaient à Station F. Juste avant, ils avaient été incubés à Polytechnique, parce qu'en fait, l'un de mes associés, qui est le CTO, a fait son doctorat à Polytechnique en astrophysique. Et donc, dans la continuité de ce doctorat, il avait accès à des labos de recherche, il avait accès à des infrastructures, à un réseau, à des gens. Et du coup, il y a eu cet accès assez simplifié à X-Up, qui est l'incubateur de Polytechnique, qui a permis de faire de la R&D grosso modo pendant 1 an. Et une fois qu'on a eu cette fameuse phase de commercialisation dont je te parlais, fin 2019, début 2020, là, il a fallu avoir une vraie vitrine, il a fallu avoir une image de marque, il a fallu faire beaucoup de choses. Et c'est là que Station F est apparu comme l'opportunité à saisir. Et donc ils sont allés à Station F fin 2019, début 2020, et moi je les ai rejoints. Donc ils avaient une dizaine de bureaux tout au plus. Et c'est vrai que atterrir dans l'écosystème Station F, c'est assez marrant parce que quand t'es chez Deloitte, t'es dans une tour qui est à la verticale de 40 étages. Et Station F, c'est tout l'inverse. C'est un bâtiment qui est très plat mais très long. Et c'était vraiment deux mondes complètement opposés. Moi, je me rappelle chez Deloitte, il y avait cette espèce de tiraillement entre ouais, on est work-life balance, on est moderne, vous pouvez venir en polo. Mais quand il y a la direction financière de je sais pas quelle boîte qui se ramène et qui voit des jeunes en t-shirt polo, pantalon retroussé, ça les dérange. Et du coup, on a une circulaire interne qui dit non, en fait, mettez quand même des costumes, c'est cool. Et à l'inverse, j'arrive à Station F et là, c'est un monde complètement décomplexé avec des gens qui vivent dans leur bulle, qui vivent leur best life, qui en ont rien à foutre de ce que peuvent penser les autres, qui sont vraiment dans leur écosystème. C'est des gens qui ont... Alors c'est très nombriliste, hein, tout le monde à Station F a l'impression que le monde va avancer comme ils pensent, comme ils veulent. On a des gros biais à croire que on a des licornes qui vont faire le monde, parce qu'on oublie que souvent ces licornes... elles émanent de la Startup Nation, qu'elles répondent à un problème que c'est imaginer la Startup Nation, mais que derrière ça, comme je disais, il y a 3 millions de PME en France qui pensent pas du tout comme ça. Si tu reprends, même dans le monde de la compta, les gens ils sont là, ouais, facture électronique, tatati, tatata, Star Wars. Aujourd'hui, le gérant de PME du BTP, il a toute sa compta sur le tableau de bord de son camion. Il arrive, il prend à pleine main tous les papiers qu'il voit sur le tableau de bord, il va voir son expert comptable, il dit tiens, fais-moi mon bilan. Ce mec-là, je sais pas comment il va être éduqué à la facture électronique, je pense pas qu'il va prendre le pas tout de suite, et je pense pas que il soit très friendly avec des outils hyper digitaux. Le mec, il va pas aller prendre, souvent il a même pas d'iPhone parce que sinon il le pète sur ses chantiers, donc il a un téléphone assez bas de gamme. Enfin, tu sais, c'est des réflexions qui concernent le BTP, c'est parmi les secteurs qui prolifèrent le plus en France, qui emploient le plus de monde, donc c'est quand même un secteur très significatif du tissu économique. Et pourtant, personne pense comme ça à Station F. Tout le monde pense que le mec a son iPhone, qui va mitrailler de photos, qui va envoyer ça à son expert comptable. C'est un peu la vision Penny Lane, tu vois, des mecs, des puristes qui marchent pour l'écosystème, des gens un peu sophistiqués. Mais ça, c'est une petite niche dans le monde économique. Les gens fonctionnent encore beaucoup à l'ancienne. Il y a toute une génération à éduquer, voilà. Et donc, Station F, c'est génial. Après, il faut parfois prendre un peu de hauteur, parce que souvent, c'est des gens qui, comme je dis, sont très nombrilistes. Mais c'est quand même hyper intéressant d'arriver dans cet écosystème. Donc déjà, tu passes de La Défense à Paris-Est, Paris 13e, et puis t'as des gens qui veulent révolutionner le monde dans tout et rien.
T'as des gens qui veulent de l'impact sur de l'empowerment féminin, sur la place de la femme dans le business. T'as des gens qui veulent révolutionner le monde de manière durable et écologique. Et puis à côté de ça, t'as un gars à la table d'à côté, il est en train de faire une appli de rencontre basée sur les signes astrologiques. Enfin, c'est hyper riche. Tous les projets, voilà, ont leur singularité. Et du coup, à la fois changement startup, Station F, tout ça, c'était assez incroyable comme gros changement de culture, mais très très riche. Et quand tu arrives chez Chain Trust, alors tu disais que la fiche de poste, c'était un peu tout et rien, mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait et pendant combien de temps avant d'avoir ton poste de DAF maintenant? Yes, bah moi quand je suis arrivé au tout début, je suis arrivé pour faire du contrôle qualité, puisqu'en fait, si tu veux, ça aussi c'est une spécificité qu'on a, c'est que il y a des outils aujourd'hui, tu peux leur donner n'importe quoi, tu peux même leur donner une carte d'identité, ils vont te sortir une écriture comptable. Tu sais pas comment ils font, tu sais pas pourquoi. Nous, on a décidé d'avoir, parce que mon CEO vient du monde de l'audit, je viens du monde de l'audit, et on a décidé d'avoir cette culture de la sécurisation des écritures, c'est-à-dire que quand il y a une écriture qui sort chez Chaintrust, elle est passée au filtre, et on voit s'il y a des incohérences, s'il y a des anomalies, si elle respecte les standards, etc. Et du coup, au tout début, moi je suis arrivé pour éprouver tout ce moteur de contrôle qualité, s'assurer qu'on sort des écritures qualitatives, trouver des logiques qui permettent, une fois qu'elle est passée au moteur de règles qui a dit là c'est je sais pas un truc de loyer avec des charges de copro, et nous s'assurer que que l'écriture est dans le bon sens, qu'il n'y a pas d'anomalie sur le choix du fournisseur, qu'on est sur le bon code auxiliaire, tout ça. Et donc tout ça, il a fallu trouver des moyens de l'extraire du FEC, il a fallu trouver des moyens de le lire dans le FEC, mais peut-être aussi dans d'autres FEC de business similaires, etc. Donc il a fallu vraiment optimiser le contrôle qualité. En interne, c'est un peu le contre-bot de celui qui fait la compta, c'est-à-dire qu'il y en a un qui vraiment produit des écritures à la chaîne, et après il y a un autre, c'est plus de l'humain assisté par ordinateur, c'est-à-dire des gens qui ont un script qu'on a codé en Python, et qui va dire oula, là ça c'est red flag, ça il faut que tu le revoies, là il y a une anomalie, non mais là en fait t'as pas besoin de revoir, ça part direct chez le client. Donc en fait, si tu veux, on a cette culture de l'audit, et on a des gens qui vraiment ont pensé et éprouvé ce truc-là. Et donc je faisais partie de cette team-là au début parce que j'avais toute cette connaissance sur exploiter un fake, lire un fake, comment on peut aller cibler une info, déjà première étape, comment on restructure un fake, parce que on dit que le fake est standardisé, mais en fait déjà des formats de fake, il y en a pas qu'un seul, truc tout bête, mais il y en a qui vont sortir avec des numéros d'écriture uniques, il y en a qui vont sortir sans numéro d'écriture, il y en a ils vont avoir une colonne débit crédit, des fois d'autres ils vont avoir une seule colonne avec des montants en positif en négatif. Donc tout ça c'est des petits bruits, des petits biais techniques qu'il faut résoudre pour avoir un truc harmonisé et exploitable standard. Et puis après il faut aller vraiment dans la complexité de dire trouver les logiques de contrepartie. Parce que nous, la promesse qu'on a, c'est que le client, quand il dépose le comptable, quand il dépose un dossier sur Chaintrust, il dépose pas directement les factures. En amont, il va déposer le FEC du dossier de l'année dernière. Et nous, on a créé toute une chaîne algorithmique qui permet de comprendre l'essence, de se dire, ok, cette personne, elle avait telle habitude sur son dossier, et on va répliquer toutes ces habitudes. On n'est pas là pour faire un standard PCG. C'était au tout début de Chaintrust en 2019. Ça, c'est pas compliqué. Nous, on est là pour faire du sur-mesure, pour te dire, toi, t'as fait la compta pendant 20 ans comme ça des pharmacies. Et on va continuer à faire la compta comme tu l'as fait. Et du coup, le robot, il va faire abstraction de certaines règles parce que sinon, il est pas efficace du tout. Donc, il va faire ça en mode grossiste. Et on avait ce truc-là qui venait aller plus fin dans l'analyse, plus fin dans le fake. Et donc ça, c'était vraiment mon rôle pendant un peu plus de 6 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que comme toutes les startups, au bout d'un moment, les planètes s'alignent, les chiffres sont bons. Et là, c'est le moment de lever des fonds. C'est le moment d'exploser, c'est le moment d'aller voir ce qu'on appelle les venture capital, donc des fonds de capital risque, et de vendre ta boîte pour avoir un gros apport et pouvoir exploser commercialement, techniquement, etc. Et qu'est-ce qui a fait justement
Le fait de se dire ok, là c'est le moment d'aller voir des fonds pour lever, ça doit être des millions, j'ai pas le chiffre en tête, mais tu nous le donneras tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait que justement à un moment tu te dis ok, là on a atteint une taille, on a suffisamment de clients pour passer à l'étape du dessus, et pourquoi vous alliez chercher ces fonds? Est-ce que c'était plus pour mettre dans la R&D? Est-ce que c'était pour mettre dans le marketing? Yes, bah disons que tu as certains standards en fintech notamment. Voilà, tu sais que quand tu atteins certains paliers de chiffre d'affaires, quand tu atteins une certaine taille, alors déjà on était vachement aiguillés par nos investisseurs historiques qui étaient des business angels, hein, qui avaient mis des tickets de dizaines ou de centaines de K euros. Et voilà, donc déjà de base t'es pas tout seul. Après c'est une décision aussi qui est propre au fondateur, hein, de se dire ok, est-ce qu'on va vers ça ou pas, parce que quand t'es fondateur et que tu lèves, forcément t'es dilué. Et du coup, quand tu sais que t'es dans les standards de levée, en termes de chiffre d'affaires, en termes alors nombre de clients, ça dépend, parce que des fois t'as des mecs qui font des gros CA avec un seul client, et nous c'était plutôt l'inverse, on avait plutôt beaucoup de clients pour faire le CA qu'on faisait. Et quand tu atteins ces indicateurs, tu peux nous donner un ordre d'idée un peu, pas forcément les ouais, chiffres de bah, Chaintrust, mais je veux dire si, à la je peux louche. te donner. Typiquement, nous quand on a lancé le roadshow l'année dernière, donc la levée de fonds là, il y a un an, on était à 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et en fait, si tu veux, un investisseur, il va raisonner en chiffre d'affaires projeté, c'est-à-dire qu'il va prendre ce chiffre d'affaires, le dernier connu, et il va se dire ok, c'est un abonnement, donc en fait si je le projette x12, ça me donne ce qu'on va appeler l'ARR, Annual Revenue Recurring Revenue, donc le revenu récurrent annuel. Et il va dire ok, 12 x 30, d'accord, ok, bon bah à ce montant-là, je pense qu'ils ont fait leur preuve. Il va regarder la composition de ta clientèle, il va avoir la consistance de la croissance, il va regarder tout ça, il va se dire ok, là il y a quelque chose. C'est pas juste vous avez eu un client une fois qui vous rapporte depuis toujours 30 000 euros. C'est il y a une vraie histoire qui vous a conduit aux 30 000 et l'histoire continue. Et il y a un vrai potentiel. Et c'est là que du coup bah tu vas solliciter des investisseurs et que tu vas lancer ta levée de fonds. Et du coup bah c'est là que a commencé les prémices de ma place de DAF. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a fallu construire tout ce qu'on appelle la data room dans le milieu startup de la boîte. C'est-à-dire tout cet écosystème de données qui vendent la boîte. C'est-à-dire qu'ils disent, bah voilà, pour acquérir un client, ça coûte tant, ce qu'on appelle le CAC, le coût d'acquisition client. La lifetime value, c'est-à-dire toute la valeur que je projette de gagner sur un client en considérant que je vais l'avoir pour 10 ans, etc. Bah, elle est de temps. Que ma marge brute c'est ça, que ma marge opérationnelle c'est ça, que ma marge nette c'est ça, que mon chiffre d'affaires il est là, il est composé de ça et de ça. Tout ça en fait, tu construis tout cet écosystème. Un truc qu'ils adorent aussi, c'est que j'avais jamais spécialement vu auparavant, c'est l'analyse qu'on appelle par cohorte. C'est-à-dire que tu prends une catégorie de clients rentrée à un moment donné et tu vois son évolution dans le temps. En fait, c'est un espèce de panel avec un dégradé de couleurs qui te dit bah, les mecs sur un indice base 100 sont rentrés à 100 et aujourd'hui, bah, en moyenne, ils dépensent 200 sur Chaintrust. Et tu regardes toute cette évolution. Et c'est là qu'a commencé les prémices de mon job de DAF. C'est que j'ai construit toute cette data room, j'ai construit toutes les slides, j'ai aidé à construire tout ça pour la levée de fonds. J'étais en support dès qu'il y avait la moindre question d'ordre technique sur voilà là c'est flat mais là ça monte, pourquoi, ou alors là vous avez fait un changement de pricing, pourquoi, machin. Donc là tout ça j'étais en backup, donc j'étais plutôt en back office financier on va dire. Et une fois que la levée a abouti l'année dernière, donc c'était avec Euraseo, on a levé 2,5 millions. Bah là c'est simple, assez rapidement on est passé de 10 à 40 salariés. Et si tu veux, CFO en startup, c'est pas le CFO de Bolloré, c'est pas le CFO d'LVMH. C'est un mec qui va avoir la capacité à gérer les sujets transverses qui de près ou de loin touchent à tous les sujets. Donc en fait, tu touches au RH, tu touches au juridique, tu touches à la finance naturellement, à la compta. Donc tu gères vraiment tout ça. Et forcément, après une levée de fonds, l'entrée d'investisseurs qui veulent des boards régulièrement, comprendre ce qui se passe dans la boîte, mettre à jour les chiffres de ta boîte, commencer à donner des vrais indicateurs à tes commerciaux, à ton équipe technique, parce que au tout début les commerciaux en fait leur seul job c'est de vendre,
et ils vont pas être très regardants. On va pas leur demander des analyses très fines sur l'activité de leur portefeuille, tout ça, parce que au tout début, c'est de l'acquisition. Et t'as pas trop de temps à perdre, on va dire, sur tout ça, et surtout que les chiffres sont pas consistants, donc ils veulent rien dire en fait. T'es obligé d'avoir au moins 2 ans d'antériorité pour que les chiffres ils veulent dire quelque chose. Tu peux pas te prononcer sur 6 mois d'activité d'une boîte. T'as besoin de voir plus. Et du coup là, c'était typiquement le moment où tout ça arrivait en même temps. Et c'est là qu'il a fallu produire des insights pour les uns, produire des reporting pour les boards, qu'il a fallu structurer toute une fonction RH dans la boîte, cadrer tout le juridique, que ce soit sur le juridique RH, les contrats de travail, les accords collectifs, ou alors du juridique d'entreprise, ou bien je sais pas, des problématiques RGPD. Donc c'était très large. Et donc voilà. Ok, donc ça, c'est ce que tu fais pendant la levée de fonds. Et une fois que vous levez, du coup, c'est Shane Trust qui te propose de prendre le poste de DAF. Quelle est ta réaction à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, waouh, c'est trop pour moi, je peux pas... Enfin, en fait, tu l'étais, on va dire, un peu dans les faits, mais de là à se mettre l'étiquette, tu vois, tu peux te dire, oula, ça devient vraiment sérieux. Comment tu l'as pris, ou est-ce que ça t'a paru naturel et tu t'es dit, oui, bah c'est vrai que c'est ce que je faisais, donc pourquoi pas? Comment t'as réagi? En fait, derrière ce que tu dis, il y a un peu cette peur de l'imposture, de se dire, en fait, est-ce que je mérite vraiment ce poste? Et en fait, c'est vrai que moi, j'avais toujours en tête, comme je te disais, la posture des gros CFO de grosses boîtes. Et je me dis, mais je suis pas du tout à la hauteur de ces gens-là. Ces mecs, ils sont 10 000 fois au-dessus de moi. Ils ont fait 50 ans dans le métier. Ils ont tout vu, ils ont tout fait. Ces mecs sont carrément au-dessus de moi. Et rien que le fait d'avoir CFO, comme tu dis, ça me mettrait à leur niveau. Donc au tout début, j'étais là. Moi, j'avais vraiment cette idée en tête et j'étais pas très à l'aise. Et surtout avec le fait que ça t'affiche comme ça publiquement, et puis toi tu connais la réalité, tu sais que c'est une petite boîte, tu fais pas des trucs de ouf non plus, mais en fait ce que t'apportes à la boîte c'est tellement important, parce que si tu le fais pas maintenant, en fait la boîte elle va imploser. Moi j'avais le cas j'accompagnais une startup quand j'étais chez Deloitte, enfin c'était plutôt une scale-up, donc elle avait bien grossi, elle avait fait sa série B, elle avait levé plusieurs dizaines de millions. Et en fait, c'est typiquement le genre de boîte où les mecs se sont jamais souciés de la fonction finance. Ils avaient mis le paquet sur le juridique, ils avaient mis le paquet sur la RH, tout ça. Par contre, il y avait une ressource pour la finance. Et là où il y en avait peut-être une vingtaine pour le RH, là où il y en avait genre 5 pour le juridique. C'était invraisemblable. Et du coup, il y avait cette personne qui gérait la finance, et les mecs venaient tout juste de boucler leur dernière levée de fonds. Et la boîte, elle est implosée parce que ils étaient en mesure de ne sortir quasiment aucune analyse, parce que la personne était sous l'eau. Elle devait gérer la compta, elle devait gérer le contrôle de gestion. Et tu sais, c'est un peu le cliché de non mais de toute façon t'appuies sur un bouton et puis il y a tout qui sort. Mais en fait non, c'était hyper complexe. Les mecs entre temps, ils avaient diversifié leur activité, ils avaient 10 canaux d'activité. Il fallait tout analyser différemment. Tout n'avait pas les mêmes retranscriptions, tout n'avait pas le même niveau d'analyse. Et cette boîte, elle a vraiment failli imploser. Les investisseurs ont failli se rétracter parce que ils étaient hyper sceptiques par rapport à ça. Et en fait, tu vois, finalement, ça c'est un peu des trucs qui m'ont dit en fait non, c'est important ce que tu fais aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas à la hauteur de ce que ferait un CFO d'une énorme boîte, mais en fait déjà ça t'apprend la gestion à ton échelle. Et en fait, c'est hyper structurant pour l'avenir, parce que après la boîte elle est solide, il peut lui arriver n'importe quoi. T'as tout baqué, t'as tout cadré. Et effectivement, c'est ce qui se passe, c'est que derrière, après, l'effort marginal pour aller un peu plus loin dans l'analyse, pour aller un peu plus loin dans le recrutement, pour aller un peu plus loin dans certaines tâches, il est pas énorme. Et du coup, on perd pas du temps. C'est pas de la dette qu'on se traîne ad vitam aeternam. Du coup, c'est assez essentiel. Et puis surtout, en fait, quand t'es dans une startup, tu peux pas te permettre en fait, il faut que tu aies déjà 2 coups d'avance. Il faut déjà que ta boîte, tu la vois à ta prochaine levée. Et en fait, c'est important d'anticiper tout ça et de se dire que dès maintenant, tu places des mecs qui vont tout comprendre de la boîte, tout connaître de la boîte, parce que le jour où tu repars en levée de fonds, où tu recherches des financements, où il y a une proposition de rachat, un truc comme ça, bah t'auras ce mec-là qui connaîtra toute la boîte, qui aura structuré toute l'info financière, et qui en 2 semaines pourra avoir tous les arguments du monde pour bien vendre la boîte, pour bien amené sur une levée de fonds. Quand tu auras une due deal, quand tu auras quoi que ce soit, tout sera carré.
Tu vois, en ce moment, on parle énormément du fait que les startups sont très opaques sur l'information financière. T'as une part très infime du Next 40 qui publie ses comptes aujourd'hui. La plupart des gens ne déposent pas leurs comptes. Et ça appelle à beaucoup de suspicions. Et du coup, tu vois, dans une boîte où t'as un mec qui est vraiment sachant dans le domaine, qui te fournit une information de qualité sur la boîte, bah, c'est hyper rassurant pour les investisseurs derrière, et puis ça les met en confiance. Donc là, tu vois que ton métier, il est un peu différent. Certes, t'es pas le grand DAF de la grosse boîte, c'est à une autre échelle, mais en fait, tu gères finalement peut-être les mêmes sujets, mais à des échelles différentes, beaucoup plus opérationnelles, et c'est tout aussi important. Et surtout, finalement, en fait, tu deviens un peu le script de la boîte, quoi. C'est dès que les gens ont une question, finalement, assez naturellement, c'est souvent toi qui as la réponse, parce que tu sais vraiment tout ce qui se passe, parce que les intuitions des uns, tu peux les confirmer avec des chiffres ou les infirmer en disant ah oui, tu pensais que, mais en fait pas du tout. Et du coup, tu deviens une vraie bibliothèque pour la boîte, et ça a son importance, quoi. Donc, du coup, là, on a abordé la question de la légitimité qui était assez importante, surtout que quand t'as proposé le poste, t'avais quel âge? T'avais 24 ou 25? Ouais, ça, je venais d'avoir tout juste 25 ans. Mais il y a la question aussi peut-être du stage. Alors, je sais pas à quel moment t'en étais à ce moment-là, mais le fait de te dire, bah voilà, si je prends ce poste, est-ce que je veux toujours être expert comptable? Est-ce que je vais finir mon stage? Est-ce que ça a remis en question bah, du coup tout ce que tu avais projeté de te dire je vais être expert comptable et on coupera, je sais plus, c'était quoi ma question? Est-ce que tu veux être expert comptable? Ah oui, et est-ce que tu as envisagé de faire une année en entreprise pour terminer ton stage? Ou parce que là je crois que actuellement tu n'es plus en stage, du coup qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit justement bah en fait non, je veux plus forcément être expert comptable et je veux même pas entre guillemets terminer mon stage, sachant que du coup si t'avais fait 1 an et 8 mois et plus 1 an en dérogation, il te manquait en gros 4 mois que tu pouvais faire en entreprise. Voilà, quelle a été ta réflexion là-dessus? Ouais, alors ouais, déjà pour effectivement donner le contexte, là je suis plus en stage aujourd'hui, et effectivement j'ai tout arrêté, tout laissé de côté. C'est un arbitrage qui finalement a été assez en fait, j'ai pas vu ça comme ni un échec, ni une privation, ni une frustration. En fait, j'ai juste trouvé une voie à ce moment-là, faisait énormément sens pour moi. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas juste je suis CFO, c'est juste j'ai aussi des parts de la boîte. Je suis aussi investi dans la stratégie de la boîte. Je suis aussi investi dans la direction qu'elle prend. Et en fait, c'est là que j'ai compris que, d'accord. En fait, non, moi, j'ai pas envie d'être expert comptable. Du moins, l'expertise comptable m'amènerait pas à ça naturellement. Là, j'ai l'opportunité. Ok, là, je vais la saisir. Choisir, c'est renoncer. Et du coup, forcément, il fallait faire un choix, et le choix, il a été assez vite vu. Et j'ai dit, pour moi, ça valait tous les diplômes du monde de se dire, vas-y, on continue, on accepte ce poste, on accepte les responsabilités qui vont avec, les contreparties. Et finalement, j'ai envie de dire tant pis pour le deck. Après, si jamais un jour je me trouve vocation à vraiment vouloir devenir expert comptable, le chemin il sera pas très long, c'est-à-dire qu'il y a des équivalences aujourd'hui, il y en a qui l'obtiennent par VAE, il y en a qui après j'ai quand même de l'antériorité sur les stages. Bon, il faudra juste le faire à 30 ans quoi. Mais après pour moi c'était 1000 fois plus logique à ce moment-là d'accepter ça, d'accepter l'aventure, parce que je m'étais dit autant le diplôme, si jamais j'en ai vraiment envie, je le repasserai plus tard et je vivrai ça plus tard. Autant là, ce qui se passe tout de suite, c'est maintenant ou jamais. C'est si je dis non, si je refuse, c'est mort. Je pourrais jamais retrouver ça nulle part. Et je suis aussi convaincu qu'on arrive à un moment où la profession, il y a des grosses tensions sur beaucoup de sujets, notamment RH. Des potes à moi qui ont fait bac+5 qui aujourd'hui se plaignent de faire de la saisie et qui démissionnent tous les ans de cabinet parce qu'on leur promet autre chose, et qui en fait ils repartent dans le même vice et ils s'en sortent pas. Les gens qui arrivent pas à recruter, qui sont là, ouais, mon cabinet on n'arrive pas à recruter même sur les postes soi-disant où il y a le plus de main d'œuvre. Donc les cabinets n'arrivent pas à recruter, ils vendent pas des missions qui plaisent, ils ont du turnover, et nous on arrive dans ce contexte-là où en fait on apporte du confort. Les collaborateurs qui utilisent Chain Trust, bah en fait sur certains dossiers ils oublient que la saisie ça existe.
Il se concentre sur des trucs beaucoup plus techniques, sur ce qu'on va appeler des accounting estimates, tous les estimations comptables, s'il y a du chiffre d'affaires à l'avancement, s'il y a des OD, trucs qui sont intellectuellement plus intéressants. Et moi, quand je vois tout ça de mon point de vue, je me dis putain, c'est hyper intéressant, je me sens vraiment acteur de quelque chose. Je sens que Chaintrust apporte vraiment quelque chose dans l'écosystème comptable. Je préfère le vivre à ce niveau-là plutôt que de le vivre côté expert comptable. Pour moi, ça faisait plus de sens de le vivre là à ce niveau-là. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et pour moi, le deck, ça restera une option peut-être pour plus tard, mais en tout cas, c'est pas un drame pour moi. Ça faisait beaucoup de sens il y a 5 ans de l'avoir. Aujourd'hui, le fait est que j'ai pris une autre voie qui m'apporte beaucoup d'autres choses et j'ai préféré prendre ce choix. Et du coup, ça n'a pas été une option pour toi, le stage en entreprise, au moins pour valider tes 3 ans. Et comme tu le disais, le deck, forcément, quand on a le deck, on se dit c'est pour être expert comptable. Mais aujourd'hui, même si on a le deck, on n'est pas obligé d'être expert comptable. Et tu peux avoir le deck et par exemple ne pas être inscrit à l'ordre ou être expert comptable en entreprise. Toi, c'est pas quelque chose auquel tu aspirais et où tu te disais ça va me donner une légitimité, par exemple vis-à-vis des investisseurs pour une prochaine levée de fonds, de se dire que le DAF a le deck, c'est pas quelque chose pour toi que tu estimes important aujourd'hui pour ta légitimité en tout cas, parce que tu vois on pourrait se dire bon, il est DAF, il a 25 ans, c'est qui ce petit jeune, il y connaît rien. Du coup tu vois le fait d'afficher l'étiquette deck pardon, ça pourrait justement rassurer en fait notamment les investisseurs. Ouais, bien sûr, c'est une question qui s'est posée, c'est une réflexion que j'avais eue à l'époque avec mon boss, et le truc c'est que l'avertissement c'était la charge mentale, le temps, parce que déjà on bosse énormément quand on est en start-up. C'est pas le hamac et les espadrilles, hein, ça c'est pas vrai. Et si tu veux, il apparaissait qu'avec tout le travail que j'avais, supporter la pression du deck en plus, c'était un risque à prendre. Après, il y avait aussi l'enjeu, ouais, est-ce qu'à 25 ans on va te donner le deck, surtout que t'es pas vraiment expert comptable. Donc t'arrives face à un jury, tu dis salut les gars, j'ai 25 ans, je veux mon deck, mais c'est pas pour faire expert comptable. Donc déjà tu parais jeune, et en plus de ça c'est pas pour faire le métier auquel t'es préparé. J'avais un peu cette appréhension de me dire est-ce que ça va passer. Et du coup donc il y avait cette première appréhension. La deuxième c'était la charge de travail, est-ce que je vais y arriver avec tout ça, avec ma vie de famille accessoirement en parallèle. Et je me suis dit franchement ok, actuellement avec l'investisseur qu'on a qui est Eurazeo, avec qui on échange énormément, qui est un des plus gros acteurs de l'investissement en Europe, ça fit très bien. On se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir HEC, DEC, il y a des choses qui parlent bien plus que ça quand on parle à ces gens-là. Et du coup ça m'a conforté dans l'idée que c'était pas indispensable. Mais bien sûr la réflexion est venue, la discussion a existé. Mais pour moi, il y avait plus à y perdre qu'à y gagner, avec une incertitude sur le résultat. Du coup, pour toutes ces raisons, j'ai dit c'est pas très grave, on le rattrapera plus tard si vraiment il y a une vocation. Et toi maintenant qui es DAF, alors t'avais déjà peut-être rencontré un peu des DAF avant, tu le disais dans le cas du scoutisme, peut-être que maintenant tu rencontres aussi des DAF d'autres entreprises, par exemple de vos entreprises clientes. Est-ce que tu remarques qu'il y a un parcours type pour être DAF, par exemple s'il y a des personnes qui nous écoutent qui voudraient être DAF? Moi j'ai plutôt l'impression que en fait c'est ouvert à tous, et on a même des personnes qui sont DAF et qui ont une licence par exemple mais qui ont 20 ans d'expérience et qui montent en compétences, qui rentrent dans la boîte en tant que assistant comptable, responsable comptable, et qui finissent DAF. Est-ce qu'ils ont forcément fait des études dans la compta? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'école de commerce, de master CTA? Est-ce que certains ont le DEC? Est-ce que on sait que c'est pas obligatoire, mais voilà, quels sont peut-être des parcours que tu as pu rencontrer, justement peut-être pour montrer qu'en fait on n'a pas besoin d'avoir le DEC pour être DAF, ni forcément d'avoir un master, ou en tout cas un master en compta, ça peut être un master en finance ou autre. Voilà, quelle est ton expérience là-dessus? Yes, ce que tu dis c'est très vrai, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. En fait, ça dépend. Pour moi, le poste et la fiche de poste du DAF, elle est étroitement liée à la culture de l'entreprise.
C'est-à-dire que, tu vois, on parlait par exemple de Binance tout à l'heure, gros acteur de la crypto, qui est étranger, qui débarque en France. Eux, ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin que tout soit opérationnel très vite. Donc typiquement, promouvoir un mec qui est expert comptable, pour eux, c'est la garantie que le mec est fiable, que le mec est technique et que le mec est déployable en 3 secondes. Et du coup, il est clé en main, quoi. Il est clé en main, il est fiable. Donc quand tu as besoin d'aller vite et que tu connais rien, c'est quelque chose qui rassure et qui te dit, ce gars-là, tu peux pas te tromper. Donc ça, c'est un cas. Après, tu vas avoir effectivement dans des PME ou dans des boîtes familiales ou dans des groupes familiaux, le cas du gars dont tu parles, qui est arrivé, et je l'ai vu dans une boîte de logistique, un mec qui pendant 40 ans a bossé au service de la boîte. Il est arrivé à l'époque, il gérait la compta, mano, machin, puis ensuite l'agence a grossi, a racheté ses concurrents, machin, et le gars, il a toujours monté avec la vie de la boîte. Et du comptable d'une agence de logistique à Roissy Charles de Gaulle dans les années 60, le gars il se retrouve enfin 60 j'exagère mais plutôt 70-80. Le gars se retrouve en 2015-2020 coopté DAF d'un énorme acteur de la logistique française parce qu'il était au bon moment, au bon endroit avec la meilleure équipe et que voilà, on a fait évoluer le gars avec la boîte. Donc ça c'est aussi un phénomène qui arrive. Après, il y a aussi souvent alors c'est plus des startups, c'est plutôt ce qu'on va appeler des scale-up, c'est-à-dire des anciennes startups qui démontrent un projet à la fois rentable et déployable à l'international. Et eux, ce qu'ils aiment, alors c'est pas systématique, mais c'est un schéma type qui revient assez souvent. C'est que souvent les mecs, jusqu'à un certain stade, ils faisaient un peu la fonction finance à l'arrache. C'est le mec qui avait 2-3 notions, qui avait fait école de commerce, qui gérait ça. Il faisait appel ponctuellement à des cabinets de DAF externes et machin. Puis là, ils arrivaient à un stade où, comme dirait Forbes, quand t'as besoin du DAF plus de 3 fois par semaine, c'est que t'as besoin du DAF à plein temps. Et du coup, ils vont internaliser un DAF. Et souvent, c'est un peu l'incubateur du futur directeur général. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher un mec qui a un gros bagage finance. Souvent, il a fait un MBA, HEC, je sais pas quoi. Il est en reconversion, il a fait un truc de grosse tronche. Et ils vont le prendre, ils vont le mettre DAF, parce qu'en fait, le gars, franchement, quand t'es DAF, au bout de 2 ans, tu sais toute la boîte. Il y a plus de secret, tu vois comment elle marche. T'avais 2 ans d'antériorité, tu vois les effets saison, tu vois toute la culture du business, de l'entreprise, comment fonctionnent tes clients, comment tu peux prévoir les choses. Bref, en 2 ans, fonction de DAF, en fait, c'est un peu un incubateur à directeur général. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est que quand t'es une scale-up et que t'as un CEO qui a levé sa boîte et qui l'a emmené très loin, il a besoin d'un bras droit, il a besoin pas un bras droit au sens le stagiaire qui va envoyer le courrier, tu vois, un vrai bras droit. Et souvent, il va mettre au poste de DAF une personne qui a un très beau parcours, qui est très réputée dans son domaine, avec une vision très stratégique surtout, et qui est capable de l'accompagner dans, ok, ta boîte, elle est allée loin, mais comment on va pouvoir l'accompagner encore plus loin? Et là, c'est la finance, c'est un des seuls billets qui te permet d'aller encore plus vite. On va dire qu'au début, c'est plutôt le commercial, parce qu'il te faut de la croissance. Seulement, quand tu peux pas faire 10% de croissance par mois tous les mois pendant 3 ans. Il y a un moment où la croissance elle ralentit, et t'as plutôt des perspectives soit de croissance externe en rachetant d'autres boîtes, soit des perspectives de rentabilité pour gagner plus d'argent avec les mêmes clients. Et donc tous ces sujets-là, ils vont s'aborder avec un mec qui a des connaissances en finance. Donc tu vas avoir ce type de DAF qui est un peu des futurs DG qui entrent en position de DAF. C'est un peu un incubateur pour avoir un bras droit pour le CEO. Ça se voit beaucoup dans les scale-up. Et puis après, t'as le poste de CFO dans des structures type Chain Trust qui sont plutôt en start-up PME, où là tu prends un mec, déjà souvent t'as pas les moyens de te payer un gars qui sort d'une grosse boîte et qui va te demander 120K par an, donc ça c'est pas possible. Et puis souvent t'aimes bien avoir ce gars qui vient un peu comme dans les PME familiales, qui a connu la boîte au tout début, qui l'a vu évoluer, qui a la bonne culture, qui voit où elle va, et puis qui a surtout ce bagage financier et qui va pouvoir l'accompagner sur tous les sujets, mais qui est surtout multitâche. Parce que tu peux pas te permettre d'avoir un gars qui fait que la compta ou d'avoir un gars qui fait que le contrôle de gestion. Il faut que les gars fassent tout. Et donc là, tu vas plutôt tourner vers un profil qui est généraliste et qui fait de tout. Et donc là, ce qui est plutôt aujourd'hui ma fonction. Donc ça, c'est vraiment les profils de DAF qui se voient un peu partout.
Après sur les études, bah comme tu peux t'imaginer, le gars qui a été comptable général, qui est monté avec la boîte, bah lui, moi j'ai rencontré des DAF qui avaient des CAP comptables, des trucs qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont commencé comme ça. Après t'as des gars, bah bien sûr ils ont fait le parcours d'école de commerce, ce qui à mon sens est le parcours le plus classique je pense. École de commerce c'est quand même une voie assez royale vers du conseil, vers de l'audit. Et quand t'en as marre, bah tu pars dans une boîte, tu fais du contrôle de G pendant 10 ans, et puis le jour où le poste est vacant, bah t'upgrades, tu deviens DAF d'une petite division, et au fur et à mesure tu deviens DAF de tout le groupe. Donc ça c'est un parcours aussi assez classique. Le contrôle de gestion est pas. Est-ce que c'est plus souvent que les DAF viennent du contrôle de gestion et pas de la compta générale, alors qu'on pourrait se dire au final que peut-être que c'est plus la compta générale. Et toi, peut-être avec ton expérience, c'est plutôt des profils contrôleurs de gestion. Ouais, moi ce que je constate, en tout cas dans les clients que j'avais quand j'étais auditeur, c'est que quand le gars avait un passif dans la boîte, généralement il venait plutôt du contrôle de gestion, voire quasiment tout le temps. Puisqu'en fait, autant le directeur comptable, lui, c'est un vrai technicien dans comment je raconte l'histoire. Ah mais là, vous avez fait une acquisition, vous avez vendu une boîte, il y avait une clause de garantie de passif. Ah mais ça a telle retranscription comptable. C'est des mecs qui se font des nœuds au cerveau sur des sujets très 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 pointus. Euh, alors que le contrôleur de gestion, il va pas jusque là. Il a pas à connaître tout ça. Et lui, il va faire quoi? Il va statuer sur le passé. Il va dire, ok, il s'est passé ça. Vous avez manqué les objectifs et voici la cause. Et voilà ce qu'on va faire. Voici les leviers pour améliorer. Donc le mec, il a vraiment une approche qui est beaucoup plus business. Et comme c'est le business qui fait tourner la boîte, qui fait la croissance, qui fait la satisfaction client, qui fait tout ça, c'est pas la compta. Bah forcément, comme souvent, t'as envie d'avoir un CFO qui a une vision et un rôle stratégique qui va faire évoluer la boîte. Tu prendras plus naturellement un mec qui fait du contrôle de gestion. Sachant que le contrôle de gestion, aujourd'hui, il porte de plus en plus le nom de contrôle financier et encore plus de business analyse. Parce qu'en fait, on se rend compte que contrôle de gestion, ça fait Fordisme, voilà, ça fait juste analyse de la rentabilité, de la productivité des ouvriers, des machins. Bon, quand tu dis business analyst, là, ça fait un peu plus rêver, quoi. Et du coup, quelles sont aujourd'hui vraiment tes missions chez Shine Trust en tant que DAF? Alors tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en fait, en fonction des boîtes et surtout de la taille et du secteur, en fait, un DAF, il peut faire tout et son contraire en fonction de ces deux critères-là. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça? Peut-être si tu as des exemples à nous donner, je sais pas, des DAF que tu citais tout à l'heure qui sont dans des très grosses boîtes qui, eux, je pense qu'ils ont des rendez-vous toute la journée avec les banques, les investisseurs, etc. Et peut-être des DAF de plus petites boîtes qui s'occupent un peu de tout, comme tu l'as dit. Et toi, ton rôle dans tout ça, qu'est-ce que tu fais vraiment? Ouais, bah bien sûr. Bah déjà, je peux peut-être commencer par moi mon quotidien. Il est rythmé par l'activité de la boîte. Typiquement, comme je te disais, je suis un peu la personne qui est plus transverse à toutes les tâches. Donc tu vois, typiquement en début de mois comme maintenant, il y a un mois qui vient de s'écouler. Il va falloir qu'on lance toutes les analyses, qu'on voit ce qui s'est passé. Qu'on fasse des feedbacks aux commerciaux, qu'on regarde la marge, comment elle a évolué, quelle a été la performance du mois précédent. Autant dans les grands groupes, ils vont faire ce qu'on appelle des quarters, c'est-à-dire des trimestriels. Autant chez Chain Trust, on est vraiment au mois le mois. Enfin, chez Chain Trust, chez les PME, et, enfin surtout chez les startups d'une manière générale. Donc il y a déjà toute cette analyse qui se fait. Ensuite, ça c'est vraiment toute la première partie du mois, c'est un gros volet analytique. Puis ensuite, tu vas voir, une fois que t'as vu ça, que tu sais où t'en es, niveau cash, tout ça, là, tu vas te voir en board, tu vas dire, ok, maintenant, la boîte, on l'emmène où? Est-ce qu'on garde la trajectoire qu'on a donnée? Ok, on garde la trajectoire. Ah, est-ce qu'il faut pas prioriser ça? Ouais, mais le problème, c'est que tel client a telle demande, mais si on fait ça, bah, du coup, il y a telle incidence, machin. Donc, du coup, là, on est plutôt dans la phase de réflexion. Et après, va y avoir la fin de mois où là, on va anticiper, je sais pas, tout ce qui est la clôture du mois, on va anticiper tous les sujets qui vont pour préparer, anticiper les analyses du mois suivant. Donc, t'es dans une certaine cyclique, sachant que à chaque fois, t'as toujours des épisodes de trucs que t'as jamais prévus dans ta vie. Il faut mettre à jour, comme je te disais, je sais pas, les clauses
les conditions générales de vente ou conditions générales d'utilisation. Bon bah là en général il faut se frotter aux avocats. Qui a envie de se frotter aux avocats, le DAF souvent c'est un peu sa place. Ou alors tu dépasses les seuils depuis un an consécutif, t'as plus de 11 salariés, il faut mettre en place tel truc. Du coup tu vas mettre en place des élections professionnelles. Et puis ensuite t'as un gros client qui tape à la porte. Le mec a ses attentes, tu te dis bon ok, est-ce qu'on peut accepter ses demandes, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient financières, il veut machin, il veut une connexion API spécifique, il veut un pricing spécifique. Tout ça donc ça c'est des petites missions qui sont jamais prévues et qui t'animent tout ton mois et qui font que là où tu peux penser que les mecs se roulent les pouces et sont en espadrille, en fait non, ils travaillent comme des chiens parce que il y a 1000 sujets à gérer et que c'est toujours des premières fois et qu'il faut toujours bien les comprendre, avoir tous les tenants et les aboutissants, pas faire les choses trop vite. Et souvent t'es surtout là pour sinon les mecs ont des questions à se poser, ils veulent des recrutements, ils se rendent compte qu'ils sont en sous-effectif. Ok, vous êtes en sous-effectif, est-ce que c'est des problématiques organisationnelles et si vous améliorez l'organisation, on peut se permettre de pas recruter, ou au contraire est-ce qu'il y a vraiment un besoin de recrutement, auquel cas comment on va faire, on le prend quand, quel type de profil, est-ce qu'il y a des aides, est-ce qu'il y a un dossier à monter, voilà. Donc ça c'est vraiment ça c'est ce qui va ponctuer toute ta vie et qui fait qu'en fait tes mois ils sont pleins. Alors que moi très honnêtement je commence le mois, mis à part toutes les analyses et certains sujets de fin de mois, mon calendrier généralement il est vide et il fait que de se remplir au fur et à mesure. Et puis après bien sûr il y a la relation investisseur, parce que quand t'es une startup souvent les investisseurs ils aiment bien raconter leur histoire et dire oui quand on investit c'est un peu comme un mariage, on a envie de connaître les gens, tout ça. Donc en fait, tu vas garder le lien avec des investisseurs que tu as rencontrés par le passé dans le cadre de tes précédentes levées de fonds. Tu leur fais des petits updates, tu leur dis comment va ta boîte, tu leur dis ce que vous avez sorti de nouveau, voilà. Et puis après, spécifiquement, mais ça c'est peut-être lié à Chain Trust, parce que je pense que si demain on vendait du voyage, ou si demain on vendait d'une agence matrimoniale basée sur l'horoscope, ce serait pas du tout pareil, parce que comme on vend de la compta et qu'on a des problématiques de comptable, souvent le mec, un des gars en tout cas les plus calés en termes de compta dans la boîte, ça va être le DAF. Et donc tu peux être amené à gérer des sujets produits en te disant est-ce que on peut penser ça, est-ce qu'on peut voir ça comme ça, non les gars ça c'est pas du tout practice, ou alors si tu fais ça un expert comptable il va pas comprendre, les collaborateurs ils vont halluciner, donc t'as aussi ces problématiques là qui viennent. Et si on revient sur le côté expert comptable et entrepreneuriat, toi, ton père était entrepreneur et d'ailleurs, je crois savoir que tu avais peut-être un projet avec quelques amis de monter une boîte. Là, aujourd'hui, tu es salarié. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui t'attire ou pas du tout? Est-ce que tu te dis, pourquoi pas dans quelques années? Enfin, quel est ton rapport à ça? Ouais, alors, effectivement, l'entrepreneuriat c'est un truc qui me démange. Après, c'est pas éminent parce que autant il y a un an j'aurais pu me lancer dedans tête baissée, autant maintenant que je vois tout ce que ça sous-tend comme problème, je préfère tous les rencontrer là chez Chain Trust, voir tous les cas, même s'il y en aura forcément des nouveaux. J'ai envie de pousser cette expérience jusqu'au bout avant de me faire ma propre expérience. Ça c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que je vois à quel point c'est important d'être animé par l'objet social de ta boîte. Dans le sens où si tu vends, je sais pas, si t'es dans le tourisme et que tu connais rien au tourisme et que ça te fait chier, tu vas peut-être pouvoir faire 1 an, 2 ans, mais au bout d'un moment, tu vas être en limite. Pour moi, il faut être animé par. Ça paraît con à dire, mais il y a des gens, ils se lancent dans des idées parce qu'ils trouvent qu'il y a un créneau de marché. Mais c'est pas une idée qui les anime, c'est pas une idée qui les passionne. C'est juste une rationalité d'investissement, une rationalité d'entrepreneuriat, mais c'est pas genre ce truc-là me rend dingue, j'ai trop envie de percer là-dedans, voilà. Et là avec le recul et l'expérience de Chain Trust, je sais que effectivement j'ai envie d'aller jusqu'au bout, voir tous les cas d'usage, tout ce qu'on peut rencontrer, toutes les galères chez Chain Trust. Et ensuite, si je devais lancer un projet, forcément, il faudra que ce soit un projet qui m'anime, un projet qui me rende dingue, un projet qui vraiment dans lequel j'ai envie de mettre mes tripes, parce que sinon, ouais, ok, tu peux aller voir des investisseurs, leur raconter une belle histoire, faire une première levée, une deuxième levée, il y a un moment où ça va te saouler, il y a un moment où tu seras plus trop heureux de te lever le matin, et ça, je peux le voir ailleurs, des mecs qui sont partis dans des boîtes de RH, machin, en fait, fondamentalement, ça les fait pas vibrer. Et du coup, ils sont un peu en recherche de sens, de machin, et après tu pars un peu dans des délires, mais
Voilà. Donc voilà, être vraiment armé, avoir vu tous les cas d'usage et être dans vraiment le vrai sujet qui m'anime. Et je pense que le jour où j'aurai le déclic, il sera naturel. Et effectivement, comme tu sais, moi j'ai des amis avec qui, que j'ai notamment rencontré chez Deloitte, des gars avec qui je vois plein de défauts, mais je vois surtout toutes les qualités qu'ils auraient à monter une boîte. C'est typiquement, je pense, le genre de personne avec qui je passerais mon temps à me prendre la tête, mais pour le bien de la boîte. Et rien que pour ça, c'est des gens que je voudrais, si demain je monte une boîte, être avec eux. Parce que je pense que voilà, il y a des prises de tête qui sont saines, et c'est celles qui tirent la boîte vers le haut, et voilà. Que justement, je pense que dans l'entrepreneuriat, ce qui est bien, c'est aussi d'avoir des visions différentes pour pouvoir les confronter et in fine choisir celle qui est la meilleure pour la boîte et pas pour ton ego parce que toi tu penses que c'est la meilleure. Parce que si on prend que des gens qui sont toujours 100% d'accord entre eux, bah au final tu peux pas être sûr que ça va être la meilleure décision pour la boîte et que ça va marcher quoi. Donc je pense que c'est super intéressant de s'entourer de profils qui ont un peu des parcours divers et des avis divers sur les choses. Ouais, bah complètement. Ne serait-ce que, tu vois, moi, je suis plutôt du genre à réagir assez rapidement dès qu'il y a un indicateur qui est au rouge. Ça me met pas très à l'aise tout ça. Et au contraire, il y a des gens qui ont cette capacité à toujours voir la petite frange d'or parmi le plus noir nuage, tu vois. Et ils vont te dire non mais regarde, il s'est passé ça. Non mais regarde, non mais t'inquiète, c'est juste un mois de passage à vide. Et ok, tu vois, il y a des gens, ils arrivent à te faire relativiser, à te faire encaisser le coup. Donc ces gens-là, ils sont importants, tu vois, parce qu'il y a des gens, c'est des excités, ils ont toujours besoin de, ok, ça va pas, on va trouver des solutions, on va réagir, on va rebondir, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Non, des fois, il faut juste savoir prendre son mal en patience. Donc ça, c'est le premier trait de caractère. Et puis après, il y a aussi des gens qui arrivent à être constants. C'est-à-dire que si au début, tu vois, tu parlais tout à l'heure de la vision de Chain Trust, et tu dis, est-ce que vous allez faire ceci, cela, machin, dans le futur, truc. Et en fait, tu vois, ça c'est aussi une force, c'est de se dire que en fait les mecs sont consistants depuis toujours, c'est-à-dire que ils ont une idée, c'est ça, c'est automatiser, simplifier la compta pour les cabinets d'expertise comptable. Et avant de partir dans un quelconque délire de je ne sais quoi, déjà on va être le meilleur là-dedans, tu vois. Et arriver à être consistant là-dedans, tu vois, un mec qui est beaucoup trop instable et qui voit un indicateur rouge, qui se dit putain bon ok c'est peut-être le moment de lancer le projet B, même si le projet n'est pas fini, c'est un coup bah du coup à pas être consistant, à déployer des ressources là il faut pas en mettre et du coup à cracher ta boîte potentiellement. Et je crois que tu as aussi un peu commencé à donner des cours dans des écoles. Est-ce que tu peux faire ton retour d'expérience là-dessus parce que tu es assez jeune quand même. Je pense que en fait les étudiants auxquels tu donnes des cours ont quasiment ton âge. Donc pareil au niveau de la légitimité ton expérience par rapport à ça et comment tu as eu l'opportunité de donner des cours. Est-ce que c'était je sais pas des anciens profs que tu connaissais qui t'ont recommandé, est-ce que c'est toi qui t'es dit oh bah tiens, je voudrais donner des cours et qui a été démarché les écoles, comment ça s'est passé? Ouais, alors bah déjà en fait l'histoire elle a commencé entre la fin de mon alternance chez Deloitte et le début de mon CDI toujours chez Deloitte. J'avais 3 mois de flottement, ils nous avaient laissé grosso modo 3 mois de vacances et en fait il y en a qui sont partis en Thaïlande, il y en a qui sont partis à l'autre bout du monde et moi j'avais décidé de rester sur Paris et de garder la main et du coup j'avais pour m'occuper mis une annonce sur un truc, je crois que ça s'appelait Super Prof à l'époque. Et je donnais des cours à des étudiants qui allaient entamer une fac de déco, une fac de machin. Et c'est là que je me suis dit, putain, en fait, c'est cool. C'est vraiment cool. Et un jour, il y a une meuf qui me contacte, qui me dit, moi, désolé, je t'ai fait un petit coup bas, je t'ai dit que c'était que pour moi. Mais en fait, on est un groupe de 5 potes, ils vont être tous dans mon appart, machin. Et donc ils étaient 6 au total. Et c'était un petit cours de groupe. Et ça m'a encore plus plu. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est trop bien. Et en fait, la première vraie opportunité qui s'était offerte à moi, c'est une amie qui voulait préparer un doctorat en droit et qui, pour dépanner une enseignante, lui a dit bah écoute, c'était pour donner des cours sur tout ce qui était fraude dans le monde de la finance. Et elle a dit je connais quelqu'un, il en avait fait un peu son sujet de mémoire, il est calé, il est auditeur chez Deloitte, il connaît ça, je te le recommande. C'était pour donner une enveloppe je crois d'une vingtaine d'heures de cours au master de droit pénal financier de Cergy. Et je dis banco. Et du coup je donnais des cours au M2 qui effectivement avaient mon âge, voire plus que mon âge. C'était en période Covid donc c'était à distance. Mais du coup ouais, c'est vrai qu'il y avait
enfin il y avait cette grosse appréhension, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Le plus compliqué, ça a été de les évaluer, parce que du coup il y avait des exercices à faire, il fallait les noter. Bon après c'est là que je me suis mis dans la peau des profs, et c'est là qu'en fait on voit très rapidement le gars qui a pas fait d'effort et qui fait n'importe quoi et qui écrit n'importe quoi, et lui t'as même pas envie de lui donner la moyenne. Le mec qui a fait des efforts mais c'est bancal, et le mec qui a fait des efforts et c'est payant. Donc on voit un peu tout ça qui ressort à la simple lecture des copies. Donc ça c'était une expérience qui m'a mis le pied à l'étrier, qui était sympa, qui était voilà, qui m'a dit ouais, si un jour l'occasion se représente, je le ferai. Et ensuite, il y a eu entre-temps l'ANEX, donc l'Association nationale des experts comptables stagiaires, qui proposait des bootcamps sur le mémoire. Donc là, je me suis greffé à l'équipe pour accompagner les étudiants qui préparaient le mémoire en candidat libre, pour leur donner des tips avec tout un parcours sur un an qui va du choix du sujet jusqu'à la préparation à l'oral. Et après, j'ai aussi des anciens enseignants de là où j'ai fait mon DCG à Turgot, qui m'ont sollicité pour voilà, en disant ok, le diplôme, le DCG, il y a le tronc commun, il y a les épreuves machin, mais on aimerait bien apporter quelque chose de supplémentaire à nos étudiants. On aimerait bien leur donner un regard neuf, on aimerait bien qu'ils rencontrent des alumni, qui leur expliquent ce qui se passe dans le monde d'après, qu'est-ce qui est important, voilà, donc un retour d'expérience, mais qui soit déguisé sous forme de cours. Voilà, c'était un peu que ce soit pas juste de la discussion pendant 1 heure, qui est vraiment un apport pédagogique. Et donc ça a été une autre expérience qui était que là j'ai faite assez récemment, pour le coup en présentiel. Et là cette fois-ci, bon, avec des jeunes qui avaient qui étaient peut-être 2 ans de moins que moi, mais voilà, toujours dans cette optique que oui, en fait je pense que c'est quelque chose eux ne savent pas et s'en rendent pas compte, parce que quand on leur dit oui, il y a un intervenant, il y a un enseignant, il y a un machin, bon, tout de suite dans leur tête ils s'imaginent un daron, et même si t'arrives et que tu fais un peu jeune, voilà, t'as la présomption quand même. C'est plutôt une pression qu'on se met nous-mêmes en se disant putain, mais les mecs ils vont avoir mon âge, c'est pas possible, ça va bien se passer. Et ouais, en fait ça se passe bien. Si on revient sur ton métier de DAF un peu pour finir, est-ce que tu pourrais dire ce que tu préfères dans ton métier, et à l'inverse ce que t'aimes le moins? Alors on va commencer par ce que j'aime le moins. Moi, ce que j'aime le moins, c'est... T'as le droit de dire la compta, hein, parce que hier, j'étais avec John et il a dit bon, je suis expert comptable, mais ce que j'aime le moins, c'est la compta. Donc, sens-toi libre de dire ce que tu veux. Ouais, alors déjà, la compta, pour être assez transparent, je l'ai externalisée. C'est-à-dire que je la prépare. Mais c'est pas moi qui agrège tout, c'est pas moi qui ai la main sur Sage, c'est pas moi qui édite l'alias, c'est pas moi qui fais la TVA. Moi, je mets l'expert comptable auprès de qui je sous-traite ça dans les meilleures conditions. Et ça, il me le rappelle quand même quasiment à toutes les TVA. Donc, je le mets dans les meilleures prédispositions. Et lui, après, il a un travail marginal d'agrégation de données dans le logiciel, de déclaration, de machin. Et du coup, on se parle finalement, avec mon comptable, je parle de tout sauf de compta, parce que moi, j'arrive. Il y a le gros de la compta qui est déjà fait sur Chaintrust, et ensuite le reste des trucs un peu what the fuck qui sont un peu compliqués et qu'une machine n'arrivera jamais à automatiser parce que c'est des cas un peu invraisemblables, et lui il les traite, je fais un petit wording de 3 lignes et il sait le faire. Et du coup après il me dit ah tiens, vous avez pris tel abonnement, ah ça marche bien, ouais parce que j'ai un client qui fait ça, et du coup on parle de ça, tu vois, avec mon expert comptable. Donc la compta finalement oui, je peux pas dire que j'aime pas ça parce qu'en fait j'en fais plus. Non, ce que j'aime pas trop, c'est quand tu sais très bien ce qui se passe dans la boîte, tu connais toutes tes analyses et tout, et qu'il y a un sentiment un peu contraire, et qu'il y a des gens un peu arrêtés sur leur position, et que voilà, tu leur dis non, en fait non, c'est pas du tout ce qui se passe, il se passe ça, et que, du coup on en vient à te faire douter de toi, ta compréhension de la boîte au travers de ce qui pour moi est le plus fiable, c'est-à-dire la donnée. Tu vois, pour te donner un exemple, dans notre boîte, un des mecs avec qui j'adore le plus bosser, c'est le directeur commercial. Il est incroyable. Vraiment, c'est plus qu'un associé et qu'un collègue, c'est un pote. Et on est 2 personnalités diamétralement opposées qui font un bon équilibre. C'est-à-dire que moi, je suis très data-driven. Pour moi, il y a que ça qui parle. Et lui, il l'est pas du tout. Lui, il aime pas remplir des fichiers, ça lui casse les pieds, il fait tout à la one again.
T'as l'impression que d'extérieur, ça te donne l'impression que tout est bancal, que tout est sur le feu, machin. Mais en fait, dans sa tête, tout est sous contrôle, tout est bien fait. Et c'est vraiment un des mecs qui est le moins data-driven du monde. Il s'en fout complet. Pourtant, le mec est quand même un passé d'ingénieur. Et du coup, être confronté à des gens comme ça, ce qu'il y a de plus frustrant, et c'est ce qu'il y a de plus déroutant dans le métier. Donc ça, c'est peut-être ce que j'aime le moins, parce que du coup, c'est vraiment la sensation de parler à un mur. Mais finalement, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que du coup, tu trouves un bon équilibre. Parce qu'il y a un mec qui parle avec ses tripes, le directeur commercial, qui est sur le terrain, qui connaît les choses, et toi, tu parles avec les chiffres. Et du coup, tu arrives souvent à un compromis qui est la meilleure des situations, à un optimum. Donc c'est un exercice que j'aime pas faire, mais qui aboutit à des belles situations. Tu peux donner un exemple peut-être de situation où sinon je peux l'imaginer que par exemple tu te dis ce mois-ci on a eu tant de pourcentage de croissance et qui te dit bah non on a closé beaucoup de deals, on a beaucoup plus et que toi tu lui dis bah non dans les faits le chiffre d'affaires il a augmenté que de X% ou peut-être au niveau de du taux de conversion des clients enfin des prospects vers les clients où lui il te dit ah bah on a quasiment tout closé, toi tu te dis bah non il y en a que je sais pas je connais pas les pourcentages mais on a closé que 30 ou 50% et qui dit mais non on a quasiment tout closé, enfin c'est ce genre d'indicateur là. Ouais, ça peut partir de ce genre de débat. Ça peut être aussi un cas très concret, c'était accepter des clients qui nous apportent que des emmerdes et qui nous font perdre beaucoup d'argent. C'est aussi une problématique pour les cabinets d'expertise comptable, je crois. Ouais, mais je pense que c'est une problématique qui se pose quand t'es en recherche de croissance. Seulement le jour où tu peux te permettre de refuser des clients, il faut savoir le faire. Typiquement, lui, il a toujours été partisan de dire, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Et peut-être que ce mec, un jour, et il a raison parce que des fois, il a des victoires comme ça. C'est-à-dire que je dis, ce mec, c'est un gouffre financier. Ce mec, c'est une source à emmerde. Ce mec, c'est pas possible. Il va nous faire perdre trop d'argent. Tu peux pas l'accepter. C'était des petits filous. Ils arrivent et pour 20 euros par mois, ils te mettent 3 ans de retard de compta. Et ils te font ils jouent les opportunistes et après ils résilient l'abonnement. Donc pour 20 euros ils ont fait 3 ans de compta, tu vois. Et t'as des mecs qui font des trucs un peu what the fuck et si tu veux des fois on a des clients, ils arrivent avec leur gros volume de trucs, ils arrivent avec que des problèmes, que des emmerdes, ils sollicitent le support tout le temps et tu te dis putain ce mec nous fait vraiment perdre de l'argent et en plus on a voulu être gentil, on a fait un geste, tout ça. Et il dit non mais je veux l'éduquer. Et t'inquiète, c'est la meilleure idée du monde qu'on ait eue. Et moi je lui dis non, c'est la pire idée du monde que t'as eue. Et il arrive à me démontrer que non, parfois il a raison, parce qu'il y a de l'éducation, parce que sur le long terme, parce que en fait ce mec maintenant il est fan de la solution et que bah une fois que t'as rattrapé les 3 ans de compta, bah maintenant t'es à jour et il y a plus ces goulots d'étranglement dans les serveurs qui font criser tout le monde. Et du coup, il finit souvent. L'histoire montre quand même qu'il finit par avoir une bonne part de vérité et qu'il a raison. Mais voilà, c'est ce genre de débat qui du coup nous éduque chacun et qui nous apporte beaucoup. Donc ça, c'est ce que j'aime le moins parce qu'il y a toujours un peu un côté conflictuel. Après, ce que j'adore, c'est l'imprévu. C'est comme je te disais, mon quotidien. Il y a ce que je m'attends à faire et ce que je dois vraiment faire. Et l'imprévu, c'est génial parce que c'est ce qui t'apprend le plus à devoir te démerder, à devoir te former. Moi, quand on m'a dit, écoute, Léo, il y a une levée sur le feu l'année dernière et qu'il faut tout construire. Ok, j'avais 8 ans de formation dans la compta, j'avais un bagage de finance et tout, mais vendre une boîte à un investisseur, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et ben, j'ai fait des nocturnes à lire des blogs, à regarder des trucs, à me former, à machin, à questionner des gens. Et j'ai géré l'imprévu. Et ça, c'est un truc que j'adore faire. Un client qui nous remonte tel truc, on voit tel coquille avec quelqu'un, on se dit tiens, il faut qu'on fasse un update juridique, machin. C'est moi, t'apprends. En fait, l'imprévu, il t'apprend énormément. Il t'apprend déjà à gérer le stress, à gérer l'urgence, et puis aussi à gérer le sujet dans sa technicité. Et du coup, t'apprends constamment, constamment, constamment. Si on parle un peu plus vie perso maintenant, alors je crois que t'es papa depuis pas longtemps. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelle est la place de l'équipe vie perso, vie pro pour toi? Est-ce que c'est important? Peut-être comment tu t'organises? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de devenir père? Est-ce que justement tu fais plus attention
à cet équilibre-là vie perso maintenant. Voilà, comment tu gères ça? Ouais, alors effectivement, je suis papa depuis 1 an. J'ai un petit bonhomme qui a 1 an. Et c'est un boulet de canon dans ta vie. Disons que t'as les 9 mois de grossesse en amont pour te préparer, mais en fait non, t'es jamais prêt. Une fois qu'il est là, il est là, et il faut gérer. Souvent le biais, c'est de vouloir être trop dans les contraintes logistiques. Il faut acheter ceci, il faut prévoir cela, il faut qu'à telle heure il y a ceci, machin. Et du coup d'en oublier, de juste passer du temps avec son gamin et avec sa femme surtout. Et du coup, alors au tout début, enfin après c'est chacun gère sa vie de couple et sa vie de famille comme il veut. Mais le fait est qu'au tout début, en tant que mari, en tant que père, t'as surtout un rôle logistique. Voilà, là-dessus, on va pas se mentir. Le bébé vient de naître, il est dépendant de sa mère à 4000%. Toutes les études montrent qu'un bébé, il est lié à sa mère sur les premiers mois de sa vie. Il reconnaît pas le visage de son père avant X semaines, tout ça, ça c'est factuel. Bon bah voilà, il faut faire avec. Toi, tu t'en fous. Au début, c'est à sens unique. C'est pas très grave parce que justement, c'est au bout de quelques temps, et ta voix, ton odeur, ton visage, tout ça, c'est bon. Au bout d'un moment, il finit par te considérer, et t'as une relation à double sens qui commence à naître. Mais au tout début, t'es vraiment un soutien logistique pour ta femme, pour ton gamin, pour le foyer. Par contre, c'est là que tu dors le moins. Et c'est vrai qu'en termes de vie pro, vie perso, surtout dans le contexte où t'as une levée de fonds sur le feu, ouais, c'est chaud. Parce que après, une fois de plus, peut-être qu'il y a des bébés qui dorment bien dès le début. Le mien, il était sur des cycles de 3 heures, 3 heures de sommeil, 1 heure d'éveil, 3 heures de sommeil, 1 heure d'éveil. Et qu'il fasse nuit, jour, il s'en fout, il vit sa vie. Donc au tout début, en fait c'est là où c'est le plus éprouvant, mais c'est là où t'as le plus d'énergie, parce que t'es prêt, parce que t'es dit ok, je l'ai accepté, ça fait 9 mois, je suis sur les starting blocks, tout ça. Là où ça devient vraiment hyper dur, c'est les mois qui suivent. Parce que c'est là où il commence à avoir un peu d'interaction, à bouger, à avoir différentes attentes, où il va y avoir la diversification alimentaire, où typiquement tu prends un rôle différent en tant que père, ou même lui, il va te demander un peu plus d'énergie, parce que tout début, il passe sa vie entre les bras de sa mère, le bras de son père et son petit couffin. Après, il va commencer à s'ouvrir au monde, à vouloir, enfin, tu vas le faire jouer sur un tapis, machin. Et c'est là que ça te demande plus d'énergie. Et c'est là que le sommeil, il commence à se mettre en place, mais de manière un peu dégradée, qui commence à découvrir ses cycles de sommeil. Et c'est là que tu peux ne pas dormir de la nuit, parce que lui, il va décider que son cycle de sommeil, c'est pas la nuit. Et c'est là aussi que commencent les débuts des maladies, des problèmes bénins de bébés qui vomit, qui machin. C'est toutes ces petites galères là que tu pensais Tu vends pas très bien le job là. Ah ouais, non mais franchement, c'est pour ça qu'au tout début, je disais vraiment que toutes ces histoires, tout ce que ses parents peuvent se dire entre eux, ou même aux futurs parents, ça relève beaucoup des contraintes, on va dire, logistiques. Mais qu'en fait, ce qu'il faut vraiment jamais oublier, c'est de passer juste du temps avec, même si on a du vomi sur soi, même si on n'a pas dormi, même si lui il pète la forme et que nous on est claqué. Je pense que la clé, c'est quand même de se dire, ok, je passe quand même du temps avec lui, malgré que l'appart soit en bordel, que y ait le feu au lac, tout ça. On s'en fout. Au bout d'un moment, il faut savoir juste passer du temps avec lui et apprécier ça, parce que je pense qu'il y a un biais qui est énorme. Alors, moi, tu vois, une fois de plus, j'ai 25 ans, c'est que mon premier gamin, est-ce que je suis légitime à dire ça ou quoi? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que ça passe vite. Moi, je l'entends de la bouche de tout le monde. Moi, au contraire, j'ai l'impression que c'est pas du tout une sensation qui m'anime. Là, il a 1 an, il est à 2 doigts de marcher, il dit ses premiers mots de manière distincte et claire, il comprend tout ce qu'on lui dit. Bah ouais, j'ai pas l'impression que pourtant c'est allé si vite que ça. J'ai vraiment vu son évolution, j'en ai profité. Je pense que c'est peut-être un biais, mais je pense que à trop être dans toutes ces contraintes de faut que mon appart soit clean, faut que je change tout le temps de vêtements, faut que mon bébé soit toujours avec des beaux vêtements, tout ça, bah ça te met dans un mood où t'en oublies qu'en fait juste focus sur le bébé et passe du temps avec lui, et peut-être ça se passera bien. Et pour faire un pont avec le taf, comme je te disais au tout début aussi, 2 de mes associés sont papa aussi.
ils connaissent la problématique. On a été papa quasiment en même temps pour la première fois avec l'un d'eux. Du coup, on partage ça, on sait ce que c'est et on est très flexible là-dessus. Moi, si il faut que je ferme le PC à 17h pour aller à la crèche, ensuite passer un petit quart d'heure, 20 minutes au parc, machin, et ensuite je rentre, je m'amuse avec lui et machin, et je rouvre le PC à 20h et je bosse jusqu'à 23h. Bon bah je l'ai choisi, j'ai fait une coupure dans la journée, il y avait une deadline. Après s'il y a pas de deadline, bah je réouvre pas le PC, je le réouvre que le lendemain, ça arrive aussi. Mais disons que là-dessus on sait ce que c'est et il y a jamais eu de tabou. Et là-dessus, c'est quand même quelque chose de propre, j'ai l'impression, plutôt start-up. C'est de se dire, voilà, les gars, dans la vie, il y a des galères, il y a les vies de famille, il y a plein de choses. L'objectif, c'est les résultats, c'est pas les moyens. Franchement, si tu bosses pas à telle heure à telle heure, machin, il y a pas de souci. Dans tous les cas, tu sais que il faut envoyer ça à telle date, que moi je veux ça pour faire ça à telle date. Tu connais les échéances, voilà. Pilote ton temps comme tu veux. Viens à 11h si tu veux. Pars à 17h si tu veux. En tout cas, sois efficace, sois efficient et délivre en temps et en heure ce qu'on te demande et après, il n'y a pas de sujet, quoi. Oui, du moment que le job est fait, en fait, peu importe les horaires auxquels tu travailles, c'est vrai que c'est aussi une problématique peut-être un peu dans les cabinets où il y a quand même encore une grosse partie qui veulent que tu viennes à telle heure et que tu repartes à telle heure et que si tu as fini tes dossiers avant, bah on va t'en rajouter au lieu de te dire bah super, t'as fini, rentre chez toi, profite, tu vois. On va te dire bah non, bah si tu vas plus vite, ah bah c'est que je peux encore te donner du travail en plus et je pense que c'est pas forcément la bonne mentalité à avoir parce que c'est une culture aussi un peu du présentéisme où on te dit bah il faut que tu sois au taf de telle heure à telle heure et juste le fait d'être derrière ton bureau ça se trouve t'es pas du tout efficace mais en fait on va te dire bah oui tu travailles, tu restes je sais pas des fois jusqu'à 20h, c'est un bosseur alors que ça se trouve il aurait pu le faire encore plus vite. En fait si on te motive et si on te dit bah si tu le fais plus vite tu vas pouvoir rentrer chez toi, je pense qu'il y a des gens qui seraient plus efficaces. Bon, c'est un autre problème. Pour finir un peu sur le côté interview avant de passer aux questions, est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent devenir DAF, est-ce que tu as des conseils à leur donner sur peut-être le parcours qu'ils doivent faire? Alors on l'a vu au niveau scolaire où il n'y a pas vraiment de règles. Après moi ce que j'ai tendance à dire c'est peut-être bien connaître le secteur d'activité, en tout cas savoir dans quel secteur d'activité tu veux être, parce que DAF ça veut tout et rien dire en fonction du secteur, et peut-être d'avoir une appétence dans ce secteur-là, peut-être que ça peut être une passion qu'on a à titre perso, qui en fait on se dit bah je pourrais être DAF dans ce secteur-là, et justement de bien se renseigner sur ce secteur, parce que en fonction du, ça peut être totalement différent si on est dans la food, dans la tech ou autre. Quelle est ton expérience là-dessus? Alors ouais, effectivement, premier paramètre, ça va être tout naturellement le business. C'est pour moi c'est la clé parce que tout ce qui est risque inhérent, tout ça, tu le sais qu'en étant au cœur des business. Et le deuxième critère, c'est la taille de la boîte dans laquelle tu veux t'investir. Puisque t'investir dans une PME familiale ou t'investir dans une grosse boîte du CAC 40 ou t'investir dans une start-up pour des problématiques de levée de fonds, tout ça, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et du coup, tu vois, les tables rondes pour les investissements dans des gros projets Enfin, moi, j'avais fait un audit spécifique pour un projet d'un logisticien qui faisait un énorme hangar, entrepôt, je sais pas quoi, au port du Havre. Les tours de table avec les investisseurs, c'est pas du tout les mêmes tours de table que nous on a avec nos investisseurs, c'est pas les mêmes sujets. En fait, ils savent que t'es solide, ils savent qui tu es, ils connaissent ta réputation. Et du coup, on va plus chercher à avoir l'impact et l'image de cet investissement sur la région, sur l'emploi, sur tout ça, et on s'en fout des critères financiers. Ce qui est assez marrant. Alors que quand t'es une start-up, t'as tout à détruire et t'as aussi tout à construire. Donc là, on est vraiment dans la vraie technicité financière. Donc du coup, ouais, savoir dans quel type de business tu veux te lancer et savoir dans quelle taille de business tu veux te lancer, puisque c'est pas du tout les mêmes fonctions qui vont arriver. Et du coup, ouais, bien sûr, si tu veux aller en start-up, il faut savoir être polyvalent, il faut savoir montrer que t'es adaptable, que tu peux gérer tout type de sujet. Si tu veux aller dans des très grosses boîtes, bah privilégier pour moi le contrôle de gestion, les business analysts, parce que c'est eux qui comprennent, qui sont au cœur du business et qui comprennent le mieux quand ils s'y intéressent, bien sûr.
Parce que des fois, il y a des gens qui font des chiffres, ils comprennent pas, ils mettent des chiffres dans des cases et ça les anime pas plus que ça. Ça arrive aussi. Et après, il y a, si t'es en PME familiale, là, il faut être patient parce qu'à mon avis, c'est le genre de job où il faut avoir une très bonne connaissance du secteur. C'est des endroits où la confiance, où la culture parle avant tout. Donc, à diplôme équivalent, à école équivalente, on va préférer le mec qui a une culture du business, qui est calme. Voilà, c'est plutôt ce genre de profil qu'on va retrouver. Et il y a un dernier profil dont j'ai pas parlé, mais là maintenant qu'on en parle, il me vient. C'est les mecs qui vont travailler en consolidation, souvent, les consolideurs. C'est aussi des mecs qui sont assez naturellement tournés vers le poste de DAF. Mais alors là, on parle de DAF de multinationales. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont une vision au-delà business, elle est worldwide. Parce que avoir tous les soucis de gestion, les soucis de production, quand t'es une chaîne de production franco-française, ça va. Mais quand tu produis à l'échelle planétaire, c'est un autre délire. Et il faut connaître les contraintes de tel pays, les contraintes de machin. Et ça, c'est encore un autre délire. Ok, top. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ton parcours ou que tu aurais aimé savoir Alors, s'il y a des choses que je ferais différemment... non, je pense que je changerais rien. Je pense que je changerais rien. Pour moi, il y a eu que de la chance, que des belles opportunités, que des bons moments. Et justement, je pense que c'est ça qui fait la singularité, la beauté d'un parcours. C'est d'avoir un tronc commun, des CG, des SCG qui peut paraître très classique, mais d'avoir su prendre au bon moment les bonnes décisions, avec les opportunités aussi improbables qu'elles soient. Je pense que c'est ça qui fait la richesse d'un parcours et c'est ça qui fait que on en est là aujourd'hui. Et je pense que justement moi je voudrais rien changer et je voudrais garder ces bons souvenirs et ces belles surprises de dire heureusement j'ai fait ça à tel moment, j'ai pris telle décision. Ok, ça a été un gros compromis, ok, il y a eu des frustrations, mais in fine le gain il est positif et j'en suis là aujourd'hui, quoi. Ouais, le fait de s'adapter aussi, c'est une question d'état d'esprit. Je pense que c'est important bon, forcément, comme tu le dis, par exemple, quand t'as pas été pris à l'école militaire, t'as un moment où tu te dis, bah mince, qu'est-ce que je vais faire? T'es déçu et t'as totalement le droit de vivre ces émotions-là. Mais il faut savoir aussi rebondir et au final, tu t'es dit, ah bah finalement, c'est pas si mal que ça, la compta. Et au final, maintenant, tu fais même plus de compta. Et c'est ça qui est génial, c'est en fait de prendre les opportunités quand elles arrivent et de pas, tu vois, c'est bien aussi de pas s'être enfermé, de se dire je veux absolument être expert comptable et en fait tu t'es dit bah finalement DAF c'est bien aussi, enfin tu t'es laissé la porte ouverte en fait à faire d'autres choses et c'est ce qui fait que aujourd'hui ton parcours il est riche et que tu fais quelque chose que t'aimes en fait. Ouais, exactement. Est-ce que, enfin, je pense que la majorité des gens qui vont nous écouter sont relativement jeunes, peut-être encore en études. Est-ce que t'as des conseils à donner à ceux qui ont aujourd'hui autour de la vingtaine peut-être et qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire? Quel conseil toi tu donnerais au Léopold qui avait une vingtaine d'années et qui était peut-être en fin de DCG ou en audit chez Deloitte? Franchement, je sais pas. En fait, je suis partagé entre dire si ça te plaît pas, change, mais c'est peut-être un peu radical. Ou alors, bah vas-y, maintenant que t'es lancé dans la machine, peut-être que t'as un peu l'impression de pas être au bon endroit, mais vas-y, fonce quand même parce que en fait, tu te rends pas compte, mais il y a des belles opportunités partout. Donc, d'un côté, j'ai envie de dire si ça te plaît vraiment pas, perce pas là-dedans pour finir dans un cabinet et être le gars qui va se plaindre sur vide comptable tous les jours. Mais de l'autre, il y a des belles opportunités quand tu creuses un peu et dans ce cas-là, si tu décides de rester, sois curieux. Trouve ce qui te plaît vraiment, ton appétence, que ce soit pour la tech, que ce soit pour le marketing, que ce soit pour la stratégie, quelle que soit ton appétence majeure par rapport à la compta, termine ce diplôme, fais un super mémoire qui va te faire connaître, rencontre des gens et sois curieux et tu finiras par découvrir une opportunité, une porte de sortie qui t'évitera de 28 ans, bac plus 5 et je fais de la saisie et je suis jamais content, quoi. Du coup, si on revient un peu plus sur ton parcours et les questions des auditeurs, quelles sont pour toi les compétences nécessaires que doit avoir un DAF aujourd'hui?
Ça va encore reprendre tout ce qu'on s'est dit depuis 2 heures. Ça dépend dans quel contexte tu œuvres et pour quelle finalité tu œuvres. Aujourd'hui, je crois que c'était un rapport, je sais plus de qui il est sorti, d'EY, de Forbes, je sais pas quoi. Il disait voilà, aujourd'hui, un DAF, ce qu'on attend de lui, c'est quoi? C'est soit d'être cost killer, soit d'être business partner, soit d'avoir un côté, je crois, stratégiste pour la boîte. Que des mots en anglais, du coup. Tu Exactement. peux expliquer un peu ce que c'est? Et justement, du coup, je vais un peu développer, mais la question, c'est quoi? C'est qu'est-ce que quelle valeur tu vas apporter à la boîte? Tu peux peut-être tout apporter, être le meilleur CFO du monde, mais globalement, est-ce que t'es là pour, genre, suroptimiser l'allocation des ressources? Et du coup, tu vas plutôt avoir cette vision de cost killer en disant, bah voilà, là, on va mettre plus de ressources, là, on va mettre moins, là, on peut passer plutôt par un prestataire un peu moins onéreux. Là, les gars, faites un effort, de l'intérim, ça sera mieux pour le PNL, tout ça. Donc, tu peux avoir cette vision, genre, optimisation des ressources, parce que, il faut optimiser le BFR, parce que il faut optimiser les marges, parce que il y a un contexte qui arrive où si tu veux avoir tel projet, tu vois, par exemple, il y a eu la mode du LBO pendant un moment. Si tu fais un LBO, tu vas être soumis à des covenants bancaires, c'est-à-dire des ratios que va t'imposer les banques. Et du coup, il faudra respecter des ratios d'EBITDA, des ratios d'équilibre de bilan, tout ça. Et là, un profil cost killer, c'est le meilleur du monde parce que le mec, il va t'assainir toute ta boîte, il va vraiment te donner des trajectoires. C'est pas un terme péjoratif, c'est péjoratif et c'est mal vu quand on est dans le contexte d'un restructuring, vraiment où les choses se sont très mal passées, que l'argent a été jeté par les fenêtres, trop mal géré. Par contre, quand on est dans le cadre d'une boîte qui doit se développer et qui a des projets, le cost killer, au contraire, c'est quelqu'un qui donne un cap et qui dit ok les gars, là on a 50% de marge sur ce truc, d'ici 6 mois, on fait des efforts, on renégocie les fournisseurs. Après, c'est pas lui qui va négocier les fournisseurs, c'est pas lui qui va recruter les gens, c'est pas lui qui va choisir le nouveau cabinet de recrutement pour payer moins cher, tout ça. Mais il donne des tendances et il dit là-dessus faut faire des efforts, là-dessus faut faire des efforts. Ça, c'est un premier job. Tu vas avoir aussi le job, comme je te disais, de business partner. Et là, l'idée, c'est de dire, ok, il y a une boîte à faire vivre, il y a un business à porter. Et là, tu vois, on est plutôt dans le profil du gars dont je parlais, qui va être en position de DAF, en mode incubation de directeur général, tu vois, en vue d'épauler vraiment un CEO et tout un board dans la direction doit prendre la boîte, dans que ce soit son positionnement stratégique, que ce soit ses relais de croissance, que ce soit voilà les positions à prendre en termes d'image de marque employeur, tout ça. Donc là-dessus, il y a un vrai sujet sur voilà, est-ce que le DAF il peut être un vrai partenaire pour le CEO, pour le board. Et enfin, t'as la troisième vision, c'est le mec qui va te permettre d'avoir toutes les ressources nécessaires pour développer ta boîte. C'est le gars qui va te trouver des financements, c'est le gars qui a un super réseau, c'est le gars qui te dit non mais là les gars, ça sert à rien de faire ça de lever de la dette bancaire, on va plutôt aller chercher de la croissance externe, on va plutôt... Enfin, c'est le mec qui voit comment il faut optimiser le haut de bilan en fait. Et se dire là on va faire de la levée de fonds, là on va pas se diluer, là on va passer par de la holding et là t'as vraiment de l'ingénierie qui existe à ce niveau-là. Et le meilleur CFO c'est le gars qui réunit tout, c'est le mec qui arrive à avoir une vision globale. Et souvent là, le profil des consolideurs dont on parlait, c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être plus à même de faire ça, c'est-à-dire qui a une vision d'ensemble sur tous les sujets, parce que c'est ça aussi le principe de la conso, hein, c'est d'agréger toute la donnée dans son ensemble et d'avoir des grandes tendances sur l'échelle d'un secteur, sur l'échelle de la boîte. Et du coup, des différentes activités de la boîte, parce que ça arrive des fois qu'on ait plusieurs activités. Tu peux avoir de la prestation de service dans une des filiales et dans l'autre de la vente de marchandises, donc c'est totalement différent. Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, j'avais une boîte, que j'auditais, ils développaient une plateforme, un outil en ligne, et ils avaient recruté énormément d'ingénieurs et de développeurs. Sauf qu'au bout d'un moment, l'outil est arrivé mature. Et ils avaient une armée de 40-50 ingénieurs et il y en avait qui passaient leur temps à se rouler les pouces. Du coup, ils ont dit qu'est-ce qu'on va en faire? Et ben là, ils se sont réunis tous ensemble, notamment avec leur DAF. Et la décision a été de dire, mais les gars, il y avait double problématique, donc il y avait ça, et il y avait la perte du statut JEI, JEI qui te permet d'avoir un allègement plus que significatif des charges sociales. C'est jeune entreprise innovante.
Exactement, jeune entreprise innovante qui te permet d'avoir un allègement de charges sur les personnes qui contribuent à la R&D. Et du coup, en parlant de tout ça, en échangeant tout ça sur la table, les mecs se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va migrer, on va créer une entité, on va en faire une société sœur, et on va créer une boîte de conseil en informatique. Et donc en fait, il y avait toujours leur activité historique. Ils ont gardé quelques ingénieurs pour maintenir la plateforme. Ils ont migré tout le monde dans une boîte d'une SS2I en fait. Et du coup, maintenant, ils font du conseil en informatique avec toutes ces ressources. Comme ça, ils ont viré personne. Il n'y a pas eu d'image dramatique. Il n'y a pas eu de scénario catastrophe. Ils ont su rebondir. Et du coup, après, le DAF, il est arrivé. Il a dit, OK, on va faire l'intégration fiscale, machin. On va obtenir un statut GUI sur une nouvelle activité avec les mêmes personnes. Et ensuite, voilà, on va relancer quelque chose. Et si jamais la boîte initiale a besoin de redévelopper une nouvelle feature, un nouveau produit, et ben c'est pas grave, on fera appel à eux en tant que prestataire externe, même si c'est une société sœur, ce sera de l'intraco, tout ça. Et tout, tu vois, les idées ont fusé, et c'est là que tu te dis, ah ouais, donc quand t'as un DAF bien renseigné, bien rodé, en fait, tu peux avoir des idées, il peut bien structurer, ils ont mis en place une consolidation, ils ont mis en place une intégration fiscale. Voilà, là-dessus, il y avait un vrai rôle à la fois de technicien et de business partner dans ce projet, par exemple, spécifiquement. Ok, donc toi, du coup, tu as 3 typologies de DAF. Il y a le cost killer, donc littéralement celui qui va tuer les coûts ou qui va allouer le mieux les ressources. T'as celui qui est plus business et celui qui est plus stratégique. C'est intéressant parce que bon, je pense que c'est typologie que t'as un peu inventé, mais qui est aussi liée peut-être à tes expériences et au parcours que t'as pu rencontrer. On avait une question. Est-ce que pour toi, si quelqu'un qui sait pas encore vraiment ce qu'il veut faire, s'il sait pas s'il veut être expert comptable, s'il veut être DAF ou autre, et qui est peut-être en DCG actuellement, qui va entamer un DSCG en alternance, est-ce que tu lui conseilles plutôt d'aller en cabinet ou en entreprise? Et si c'est en cabinet, peut-être, est-ce que c'est dans un big ou pas? Ouais, en fait, je pense que ce que t'amènes comme sujet, c'est une question un peu rhétorique. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, oui, quand tu sais pas ce qu'il faut faire, ma vision, c'est qu'il faut aller toujours au plus haut pour en avoir que l'embarras du choix par la suite. Et tu vois, ça c'est un truc que moi je l'avais pas du tout fait dans cette optique-là. C'était plutôt innocent d'aller chez Deloitte. Mais finalement, en allant dans ce cabinet qui est parmi les cabinets les plus prestigieux d'audit en France et même dans le monde, en fait, tu t'ouvres toutes les portes. Alors que si tu te dis non, mais vas-y, je vais direct, je commence par un petit CDD en cabinet, puis j'essaierai de tester un peu comment ça marche dans une boîte PME locale, machin. En fait, là, tu t'es fermé toutes les portes. C'est très très dur de retourner dans, je sais pas, un big, un machin. Et du coup, moi, le conseil, alors bien sûr, c'est ce genre de cabinet, il y a tous les aléas, il y a toutes les contraintes, notamment horaires, notamment il va falloir que tu emmagasines un max d'informations, que ce soit archi autonome, déployable facilement, disponible. Ça a son lot de contraintes, mais par contre, en termes de carrière, c'est un tremplin incroyable. Déjà, tu vas te faire en 4 ans, moi j'ai vu une quarantaine de directions financières différentes, 40 business différents. J'ai pu voir des choses assez incroyables que j'aurais jamais vues dans un cabinet lambda. Donc ça, déjà, pour la culture perso, c'est assez impressionnant. Puis on te responsabilise énormément, on demande beaucoup d'autonomie. Du coup, ça t'apprend beaucoup de choses, ça t'apprend de la rigueur, ça t'apprend des méthodes de travail, ça t'ouvre l'esprit. Et du coup, même si c'est très dur, ne serait-ce que faire 2-3 ans dans un gros cabinet comme Deloitte, Price, EY, tout ça, ça te donne un bon bagage pour la suite. Et même si t'as pas une idée fixe de ce que tu veux faire, déjà ça va t'ouvrir l'esprit. Tu vas avoir plein de business. Moi, comme je t'ai dit, j'avais de la logistique, j'avais du luxe, j'avais du retail, j'avais du tourisme, j'avais des hôtels, j'avais des cliniques. Et tu vois, avec tout ce portefeuille client, ça peut te permettre de dire, ok, putain, le monde du luxe, c'est incroyable. J'ai envie de bosser chez LVMH. J'ai envie d'être dans la fonction maroquinerie de chez Lancel. Il y a vraiment des gens qui ont des vocations, ils trouvent ça incroyable. Moi, j'ai rencontré une fille qui a fini dans la direction financière de chez un éditeur de livres qui s'appelle J'aime lire, je crois. Parce qu'elle elle avait approché cette boîte, elle avait trouvé incroyable, humainement parlant, en termes de process, alors que qui, en sortant d'école, se dit putain, j'ai envie de travailler main dans la main avec toute la direction financière de J'aime lire. Improbable. Et pourtant, elle a fait cette expérience, elle a dit c'est ça que je veux faire. Et du coup, il y a des gens qui se trouvent des vocations en faisant ça. Et généralement, on se trouve des belles vocations, des beaux secteurs d'activité. Et je pense que, pour moi, quand on sait pas ce qu'on veut faire, il faut viser au plus haut pour ensuite se dire, ok, ça me plaît pas.
ça me plaît pas, ça me plaît moyen, par contre ça c'est incroyable. Et du coup, sur le CV, on a la ligne Big Four, on a la ligne Audit qui plaît énormément, et on a trouvé ce qu'on voulait faire, et du coup c'est extrêmement vendeur de dire, voilà, moi je viens de Big, j'ai fait 4 ans d'audit, je suis autonome, je suis rigoureux, mais par-dessus tout, j'adore tel secteur, j'ai trouvé ça incroyable de voir ça, et là du coup le mec il va pas se poser 36 000 questions. Et dernier élément, souvent quand on sait pas ce qu'on veut, à défaut d'avoir une satisfaction sur le travail, on a de la satisfaction dans la rémunération, parce que le salaire ça permet de faire ces side projects, enfin des projets à côté, ça te permet d'avoir des passions, ça te permet de financer, je sais pas si tu fais du sport, du machin, ou tes voyages tout simplement. Et du coup, à défaut d'avoir le job de rêve, si t'as un salaire qui te permet d'avoir des passions à côté, c'est cool. Et du coup, l'avantage du Big, c'est que tu te seras jamais lésé. T'as toujours l'impression que t'es jamais assez payé, bien sûr, parce que tu travailles comme un fou. Mais globalement, en fait, quand tu sors de ta bulle, tu te rends compte que t'es très bien payé pour le marché. Et du coup, à défaut d'avoir le job de rêve, au moins t'as la rémunération qui te permet d'en profiter, de te faire plaisir et de benchmarker du coup ton salaire. C'est-à-dire que si un jour tu veux te recycler, bah au moins t'as un bon salaire et tu peux te dire, voilà, moi mon salaire, je quitte le monde de l'audit et du conseil pour vous. Après, j'ai quand même envie de ce niveau de confort de rémunération et tu le vends mieux derrière. C'est mieux accepté, c'est entendable, il n'y a pas de problème. Donc tu vois, voilà, pour moi, si tu sais pas ce que tu veux faire, bah le prix à payer, c'est ça, c'est de se dire ok, je vais aller au plus haut, je vais aller au plus loin, et comme ça j'aurai l'embarras du choix, je verrai les plus belles boîtes et puis voilà. Top. Bah, merci beaucoup Léopold en tout cas pour toutes les réponses à ces questions. Je pense qu'on a fait le tour parce qu'il y avait pas mal de questions auxquelles on avait déjà répondu lors de l'interview. Donc je te propose qu'on arrête là et puis en tout cas merci beaucoup de m'avoir reçu ici à Station F et puis à bientôt. Super, bah écoute, c'est moi qui te remercie surtout Julie pour cet échange et puis surtout pour m'avoir proposé la participation au podcast et puis bon courage pour ce Tour de France. Je comprends que tu commençais par Paris. Je sais pas jusqu'où t'emmènera ce Tour de France, mais en tout cas j'espère que tu iras loin et j'espère que ça apportera des bons éclaircissements à ceux qui sont en recherche d'inspiration. Yes, merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve Marine, qui a été associée d'un cabinet d'expertise comptable avant de créer sa propre structure en partant de zéro. Elle a choisi de devenir experte judiciaire, une spécialité peu connue mais qui ravira les amoureux du droit des sociétés. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.